Nous sommes lundi 28 octobre 2019. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. 7 jours d'incarcération pour les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et leurs chauffeurs transférés à la prison centrale de Bubanza après inculpation pour complicité à l'atteinte de la sûreté de l'État. Incarcération que déplore Maître Gustave Niyonzima, qui estime que ces journalistes ont été inculpés pour les empêcher de dévoiler les faits qui se sont déroulés pendant les affrontements à Bubanza entre les forces de l'ordre et les groupes rebelles. Le Sénarède exprime sa volonté de participer aux élections de 2020. Ils se présenteront en coalition. Cela se trouve dans un communiqué sorti ce dimanche après une session ordinaire de cette coalition à Kampala, en Ouganda. Dans ce journal, vous suivrez Onésim Nduimana, le porte-parole de cette coalition, qui s'exprimera à ce propos. La situation des réfugiés burundais vivant en Tanzanie et contre la Convention internationale, c'est pour poursuivre les gens qui ont échappé à la mort par le gouvernement de Bujumbura. Ce sont les propos de Lambert Nigarura, un défenseur des droits de l'homme. Les détails de ce journal dans un instant. Encore une fois, bienvenue et page Droits de l'homme pour démarrer ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu et leurs chauffeurs ont totalisé ce lundi 7 jours d'incarcération. Ils sont depuis vendredi dans la prison centrale de Bubanza. Ils ont été transférés dans cette prison après avoir été inculpés de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État par le substitut du procureur de la République de Bubanza. Le film des événements avec Franck Kadze. Les téléphones portables des journalistes auraient-ils révélé quelque chose que le gouvernement voudrait cacher? Les reporters et leurs chauffeurs ont été reconnus coupables de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État 2 jours après la saisie de leurs appareils dont on les aurait forcés à donner les codes. Et c'est Jean-Marie Vianney, Nami Kevio, le substitut du procureur de la République de Bubanza en personne, qui est allé tirer l'équipe d'Iwachu du cachot communal où il venait de séjourner 2 jours pour les emmener à la prison centrale de la province. Dans un premier temps, ils avaient été incarcérés au cachot du commissariat central de la police à Bubanza. Le lendemain de leur arrestation, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi, Égide Halerimana et Adolphe Massavarakiza avaient été entendus par un officier de la police judiciaire. À l'issue de l'audition, leur avocat, Maître Lambert Sabimana, était rassurant. Selon lui, l'EPJ les avait interrogés juste sur leur latitude à chercher l'information partout, ajoutant que rien ne s'opposait à leur libération. Leur arrestation, la veille mardi, avait déjà suscité des interrogations. Ils ont été arrêtés par le commissaire provincial de la police alors qu'ils se rendaient en commune Mosigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre, militaires, policiers et Mbonerakure déployés en force sur les lieux. Avant de quitter Bujumbura, le journal Iwachu avait pourtant pris la précaution d'informer les autorités provinciales, dont le gouverneur, de la descente d'une équipe des journalistes dans la province. Une présence à laquelle ces autorités ne s'étaient pas opposées. D'où la question lancinante de savoir pourquoi leur arrestation. Et l'autre question, dans la logique de la première, que craint donc le gouvernement et que veut-il cacher en emprisonnant les journalistes? Ces reporters du groupe de presse Iwachu ont été incarcérés pour ne pas dévoiler la réalité de ce qui s'est passé à Bubanza. Au moment où il y aurait même des rebelles qui auraient été capturés et décapités sur place. C'est le point de vue de Maître Gustave Niyonzima. C'était vendredi dernier lors de l'émission Club de la presse. Suivez. On a appris que les téléphones portables de ces journalistes avaient été confisqués pour essayer de voir s'ils n'auraient pas contacté peut-être les rebelles ou n'ont pas pris des photos ou des vidéos sur la scène du crime ou même certains habitats de Mosigati auraient été exécutés. Comme le disait Révérien tout à l'heure. Oui. Ce sont des faits qui nous montrent et des signes qui nous montrent qu'il y a l'anguille sous roche dans son dossier. Et ça nous montre que la police est en train de cacher quelque chose. Et page politique, la politique de la chaise vide a toujours été un défi de l'opposition politique burundaise pour affronter le parti CNDD-FDD. C'est la raison que le Sénarède avance pour justifier sa volonté de participation aux élections de 2020. Onésim Nduimana, porte-parole de cette plateforme, indique qu'ils se présenteront en coalition. Cela est dans le contenu d'un communiqué sorti ce dimanche après une session ordinaire de cette coalition tenue à Kampala, la capitale ougandaise. Suivez. Et nous avons décidé que dans ces élections, nous devons y aller
comme un seul homme uni sous forme d'une coalition unique, propre, mais ouverte à toute l'opposition burundaise, à toute personne ou toute personne physique ou morale qui se réclame de l'opposition et dont l'objectif est que les choses changent ou reviennent à ordre. Vous comptez participer aux élections qui seront régies par une nouvelle constitution, laquelle constitution a été décriée par pas mal d'opposants, y compris le Sinared. N'est-ce pas une chose de son contraire? Nous continuerons à décrire cette constitution et nous pensons que même ceux qui ont fait voter et promulguer cette constitution ne croient pas en elle. La preuve c'est que depuis sa promulgation, quand vous regardez, quand vous analysez de près les institutions burundaises et le fonctionnement de l'État burundais, s'il y a encore un État, si on puisse le dire ainsi, que les deux constitutions fonctionnent côte à côte. Autrement dit, il n'y a aucune constitution qui réellement est en application dans ce pays. Certains des membres du Sinared sont poursuivis par la justice burundaise. Est-ce que le Sinared abandonne ces gens qui sont recherchés par Bujumbura? D'abord, ces mandats d'arrêt sont fantaisistes. Ce sont des mandats d'arrêt qui par ailleurs, même si ils les ont proclamés des mandats d'arrêt internationaux, ce sont des mandats d'arrêt qui ne fonctionnent que à l'intérieur du Burundi et qui ne seraient qu'appliqués par une poignée de policiers ou de magistrats. Donc, ce sont des mandats d'arrêt qui réellement ne sont même pas valables. La première fois, vous vous souviendrez que le président Nkurunziza a été élu en 2005, alors que lui, il avait été condamné à mort, contrairement à ces mandats d'arrêt qui réellement sont en l'air et n'ont aucun sens. Ceux qui commencent à penser à un gouvernement de transition ont peur des élections de 2020. C'est l'avis du député Agathon Rwasa, président du parti CNL. Ils étaient dans la province Cibitoke pour les cérémonies d'ouverture de la permanence de son parti. Il a profité de cette occasion pour demander à ses militants de bien voter en 2020, car leur avenir en dépend. On le suit. Il y en a ceux qui ont peur, qui commencent à faire des tractations pour qu'il y ait une transition, qu'ils acceptent qu'on aille aux élections pour que le peuple burundais prenne leur destin en main et refuse que notre pays reste pris en otage par un petit groupe de gens. Il y a ceux qui utilisent un langage de haine, injurieux et rabaissant. Ils disent qu'en politique, il y a des lions et des rats. Nous, les membres du CNL, dit Inyangamugayo, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ceux qui s'identifient aux lions, qu'ils assument leurs propos. Les animaux sont bêtes. Ils n'ont que l'instinct de remplir leur ventre. Nous, nous restons fidèles à notre image de Dieu. Nous avons la conscience. Nous ne pouvons pas accepter de nous identifier à du n'importe quoi. 2020, c'est notre heure. C'est l'heure des Burundais qui veulent un changement, qui veulent une réconciliation sincère. C'est l'heure des Burundais qui veulent se défaire définitivement de l'injustice, de la violence, de la jalousie et de la haine. Parce que la jalousie et la haine ne nous ont rien apporté. Si pas faire reculer notre pays, nous voulons que le Burundi trouve sa place dans le concert des nations. Notre dignité, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la communauté internationale qui est responsable de notre dignité. À nous de chercher cette dignité pendant ces élections. Et surtout à l'esprit que si tu votes pour un mauvais dirigeant, tu seras mal dirigé. Ta voix, c'est ton avenir. Le harcèlement des membres du parti CNL atteint son paroxysme. Dimanche dernier, en commune Lugazi de la province Bubanza, des membres de ce parti ont été sauvagement tabassés par des jeunes de la milice Imbonerakure, y rentraient des cérémonies d'ouverture de leur permanence. Et en province Ngozi, en commune Tangara, le domicile du représentant de ce même parti, sur la colline Nyagatovu, a été la cible d'une attaque d'un groupe de malfaiteurs suspectés d'être des Imbonerakure. Ils ont découpé à la machette une vache lui appartenant. Pasteur Lamek Barishinga, représentant de l'église adventiste du 7e jour au Burundi, a été arrêté la semaine passée à l'aéroport international de Bujumbura. Il se rendait au Kenya pour participer dans une réunion à laquelle il était convié. Il est accusé de diffamation contre le Burundi pour avoir diffusé une vidéo qui montre des policiers en train de tabasser une femme dans une église. Le porte-parole de la police nationale n'a pas voulu s'exprimer sur cette arrestation. Pour rappel, le gouvernement a refusé de reconnaître le pasteur Lamek Barishinga comme représentant de cette église et veut imposer pasteur Joseph Ndikugayo à sa tête, ce dont les fidèles ne veulent pas entendre parler.
Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie traversent une situation terrible et leur traitement est contre la Convention internationale protégeant les réfugiés. C'est pour poursuivre les gens qui ont échappé à la mort par le gouvernement de Bujumbura. C'est ce qu'indique Maître Lambert Nigarura, un défenseur des droits humains. Il affirme ces propos à cause des réfugiés burundais qui sont tués ou portés disparus en Tanzanie. Maître Lambert Nigarura lance un appel au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR et l'Union africaine pour prendre les décisions qui s'imposent pour que la Tanzanie arrête ces mesures de non-respect de droits de l'homme et des réfugiés. Suivez-le. Les réfugiés burundais en Tanzanie traversent une situation terrible, une situation critique qui est consécutive à un accord bilatéral entre la République unie de Tanzanie et la République du Burundi dans le cadre d'une coopération policière pour poursuivre les délinquants ou les criminels transfrontaliers. Cet accord arrive à un moment opportun et surtout dans un contexte particulier où à part que les réfugiés burundais en Tanzanie sont persécutés régulièrement, maintenant ils viennent de légaliser cette pratique. C'est-à-dire que demain ou aujourd'hui, d'ailleurs ça a commencé, les agents de l'ordre burundais peuvent s'infiltrer dans les camps de réfugiés, arrêter qui ils veulent et quand ils veulent, sans aucune crainte parce qu'ils sont soutenus, ils sont protégés par cet accord bilatéral qui est tout simplement qui a été conclu en violation de la Convention internationale pour la protection des réfugiés, qui est en violation flagrante de la législation nationale, tant tanzanienne que burundaise. Cela dit, la Tanzanie a violé non seulement la législation interne, mais aussi la Convention internationale de protection des réfugiés et la Convention de Genève. Parce qu'un pays qui a ratifié cette convention doit obligatoirement harmoniser sa législation pour être conforme à la Convention. Si aujourd'hui, ils peuvent conclure un autre accord qui viole cette convention, vous comprenez que ces deux pays sont en train de violer une pratique internationale. C'est terrible et nous profitons donc de cette occasion pour lancer un appel vibrant, non seulement à la communauté internationale, mais aussi aux Nations Unies et au HCR de prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire de trouver un endroit où établir ces réfugiés, parce que c'est prévu par la Convention de Genève. Si un pays n'est pas en mesure de protéger les demandeurs d'asile, il est de notoriété que ces réfugiés puissent avoir un endroit sûr et sécurisé pour être protégés. Et au pays voisin, le Rwanda, 4 personnes accusées d'être à l'origine d'une attaque à la grenade survenue la semaine dernière dans la ville de Kamembe ont été appréhendées par la police rwandaise. Cette dernière les a présentées à la population ce dimanche 27 octobre. Les suspects ont avoué leur forfait. Ils ont déclaré être membres du FLN, mouvement armé du MRCD, une plateforme de l'opposition présidée par Paul Rusesabagina, ancien directeur de l'hôtel Mille Collines, et qui regroupe le parti de l'ancien Premier ministre Faustin Twagiramungu, ainsi qu'une branche dissidente des rebelles Hutus du FDLR. Le FLN a déjà revendiqué de nombreuses attaques dans la région limitrophe de la forêt de Nyungwe. L'attaque avait fait 4 blessés, 4 fusils Kalachnikov et 4 grenades ont été saisis. Le musicien-guitariste Jean-Marie Magloire Niwigigwe alias Boudi, qui est décédé, était une personne incroyable. Boudi avait 2 qualités extraordinaires dans sa vie, phénoménal dans la musique et quelqu'un de sociable. C'est ce qu'indique Albert Ludatsimburgwa, l'un des compagnons de Boudi. Albert Ludatsimburgwa affirme que le fait que la musique burundaise ait évolué aujourd'hui, c'est grâce à la contribution de Boudi. Suivez-le. Boudi, c'était quelqu'un qui a eu un itinéraire, je dirais, tout à fait autre que ce que les gens pouvaient peut-être espérer de lui ou des gens de sa génération, je veux dire, à cette époque-là. Donc, mais il avait surtout 2 énormes qualités. La première, c'était sa sociabilité, sa façon d'aimer les gens, naturellement. C'est pas Mère Thérèse, mais naturellement, que vous soyez riche ou pauvre, Boudi était votre ami. Et combien de gens n'ont pas eu affaire à Boudi et que Boudi les a sortis de pétrin ou bien les a aidés ou donné un coup de main. Mais Boudi, et en plus, c'est l'homme qui était
tout le temps, depuis du moment qu'il ouvrait ses yeux jusqu'à ce qu'il les ferme, c'était un homme qui rendait les gens heureux, je dirais, rien que par sa façon d'être. Bouddhi était simple, direct et bien. Mais sa deuxième autre qualité que je trouve phénoménale, Bouddhi est un phénomène dans la musique, dans le sens où je ne sais même pas d'où il a tiré ça, parce que quand on sait d'où on vient, que quelque part au milieu du Burundi, au milieu de l'Afrique, comme je le disais, et pourtant il a embrassé tous les styles de musique que je connaisse. Que ce soit la traditionnelle, Yichirundi, et comment il est rentré avec aisance dans le blues, dans le jazz, la salsa, la rumba, tout ce qui était musique, ça rimait avec Bouddhi, je dirais. Et son sens aigu de la voix, d'avoir en fait de trouver son chemin là-dedans et de la compréhension. C'est même pas une compréhension rationnelle, c'est vraiment une compréhension sensuelle, je dirais. Parce que la façon dont il décortiquait l'harmonie, le polyvocal, que ce soit instrumental ou même vraiment strictement vocal, il y a peu de gens que je connais comme ça, en fait. Et d'avoir, par autodidacte, sa méthode autodidacte, d'avoir ouvert et découvert ces différentes choses. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, il y a YouTube. Vous regardez comment les autres font. Mais là, tout ce temps-là, il l'a fait sans ce YouTube. Et il le sentait. Et donc, Bouddhi, c'est un musicien, je dirais, c'est un guitariste surtout. Mais en tant que musicien, vous pouvez le mettre avec n'importe qui. N'importe qui. Franchement, n'importe qui. Bouddhi allait jouer. Bouddhi allait vous sortir quelque chose, vous dites « Ah !» Voilà, ça c'est Bouddhi. C'est le moment de suivre le mini-magazine Au cœur de la société, produit et diffusé en synergie par la radio RPA, Radio Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la filière café qui sera remise aux mains du gouvernement, comme l'a annoncé dernièrement le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. À la présentation, Thierry Wigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En 2007, sous la pression de la Banque mondiale, le gouvernement du Burundi s'est orienté vers une politique de privatisation complète de la filière café. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Gitega envisage de revenir dans la gestion de cette filière. Que gagne le caféiculteur lorsque la filière est gérée par le gouvernement ou par les entreprises privées? C'est de cela que nous allons parler dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 26 octobre 2019. Thierry Wigilindavi est à la présentation. Bienvenue. Le contact entre le café et le Burundi s'est effectué au début des années 1920, mais son extension a été effective dans les années 1950. Depuis lors, cette nouvelle culture d'exportation était la principale source de devises pour le pays et la principale source de revenus pour la plupart des familles. Suite à l'annonce d'une éventuelle reprise de la filière café par le gouvernement, interrogé par Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, un caféiculteur do Kayanza espère en léger mieux. Oui, Miss twarumvise yuko leta icyo gisata igomba kugisubirana mu ntoke. Nous avons eu écho de la reprise de la filière café par le gouvernement. C'est peut-être parce qu'il a constaté que le caféiculteur subit des pertes énormes. Nous ne savons jamais si ces privés ont eu des bénéfices ou non, parce que le prix du kilo est toujours de 500 francs. Peut-être que le gouvernement veut majorer le prix pour développer encore plus la filière. Dans une conférence de presse du 15 octobre dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogide Rurema, a évoqué les raisons qui ont poussé le gouvernement à penser à revenir dans la gestion de la filière café. Les rapports d'un expert de la Banque mondiale, les rapports des cadres du gouvernement ont tous montré
qu'il y a des défis liés au non-paiement des caféiculteurs. Et nous avons vu qu'il y a eu création des structures dont la réglementation n'a pas été analysée profondément. Et vous voyez qu'il y a aussi le problème de nos rapatriements de devises. C'est à base de ce rapport que nous avons présenté en Conseil des ministres une stratégie de redynamisation et de réengagement du gouvernement dans ce secteur. Il n'est pas explicable de voir que le ministère en charge de l'agriculture n'a pas un œil ou ne joue aucun rôle sur l'encadrement des caféiculteurs. Et alors ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des structures réalistes où le gouvernement va y contribuer énormément. Un exemple, c'est au niveau des agronomes qui pourraient encadrer le secteur café. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Si le gouvernement joignait l'acte à la parole, y aura-t-il vraiment un avantage pour les caféiculteurs? C'est la question que notre confrère Emile Nibasumba de la RPA a posée à Emmanuel Ngengurutse, directeur commercial de l'Office burundais du café de 2000 à 2006. Selon lui, cela va dépendre de comment le gouvernement compte revenir dans la filière. Si l'État se limite à réguler le secteur café et à travailler sur des questions clés qui intéressent la production, la productivité, la qualité du café et la rémunération, surtout aux producteurs. Là, l'agriculteur, le caféiculteur va en bénéficier. Parce que maintenant, ce que l'on constate, c'est que la production a diminué. Ça veut dire qu'il doit y avoir des problèmes, n'est-ce pas, d'assurer une bonne production, une bonne productivité du caféier. Et ça demande probablement la politique des intrants, la politique d'entretien des caféiers, la rémunération des caféiculteurs, etc. Deuxième chose, s'il y a des mesures destinées à augmenter la production et la productivité du caféier, je pense que le caféiculteur en bénéficiera parce qu'il aura une grande production à vendre et à faire valoriser sur le marché, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors là, tout ça s'inclut dans la politique agricole. Ça, c'est le gouvernement qui peut le faire. S'il le fait dans ce sens, là, ça va. Mais s'il s'agit de s'approprier, n'est-ce pas, des moyens de production et de dicter la politique à faire en ce qui concerne la commercialisation, et le fait elle-même, là, ça ne marchera pas. Certains caféiculteurs estiment également que la rémunération n'est pas proportionnelle aux moyens utilisés. Mais ceci, nous allons en parler dans la seconde partie de ce mini-magazine consacré à la filière café au Burundi. Vous étiez avec Thierry Bigirindavi. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Bigirindavi et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.